Bonsoir à tous et nous sommes ravis d'accueillir ce soir donc Cécile Vidal qui est chercheuse et professeure, enfin plus précisément directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Et donc elle a profité du Covid pour travailler 3 fois plus que d'habitude. Et elle publie donc avec une cinquantaine de collègues probablement cet ouvrage volumineux, donc Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée. Donc bien entendu ce soir elle va nous parler de cet ouvrage, mais aussi un peu de la question de l'esclavage aux États-Unis. J'indique également que parallèlement il y avait un autre projet en cours qui vient d'être publié, c'est une histoire sociale du Nouveau Monde, là aussi avec une quinzaine de chercheurs probablement. Hein, donc et puis précisons pour ceux que l'ouvrage impressionnerait, hein, parce que c'est presque 1200 pages, 1,8 kg je crois de savoir. Voilà. Je vous renvoie pour ceux que ça impressionnerait, mais c'est très bien organisé, on se repère très facilement avec une première partie autour de situation, une deuxième comparaison et une troisième transformation, si ma mémoire est bonne. Et je vous signale dans la revue, le magazine L'Histoire, Cécile Vidal a accordé ce mois-ci, en fait c'est un numéro spécial consacré, comme vous le voyez, donc à l'esclavage, septembre-décembre je crois, le numéro. Et aux pages 42-48, vous avez un entretien que Cécile Vidal a accordé donc à la revue L'Histoire, dans l'enfer de la plantation. Voilà, je vous invite bien entendu, si l'ouvrage vous impressionne un peu, à lire au moins l'entretien. Voilà, je vous cède la parole et je vous remercie déjà. Merci beaucoup. Alors avant de commencer, est-ce que vous m'autorisez à enlever mon masque ? Oui, bon. Merci, je suis vaccinée et tout, mais je pense que c'est plus agréable pour vous et pour moi aussi. Alors d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et pour cette introduction. Je suis très heureuse de revenir à Rennes présenter cet ouvrage qui a été donc dirigé par Paulin Ismar, qui est un professeur à l'AMU, à l'université Aix-Marseille, et qui est spécialiste de la Grèce ancienne. Coordonné par Benedetta Rossi, qui enseigne à University College London et qui est une africaniste, à la fois historienne et anthropologue, qui travaille notamment sur le Niger, mais l'ensemble de l'Afrique aussi, aux périodes contemporaines. Et puis moi-même, donc américaniste, qui travaille sur l'Amérique du Nord et la Caraïbe, plutôt à la période moderne. Et donc cet ouvrage, Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée, le titre est déjà dit quelque chose du programme du livre. C'est un ouvrage qui veut être à la fois une histoire mondiale et comparée des esclavages, donc qui insiste sur la diversité des esclavages dans le monde et qui montre que l'esclavage a existé presque partout. Alors pas dans toutes les sociétés, mais sur tous les continents et à toutes les périodes. Et puis aussi un volume qui veut être également une autre histoire du monde au prisme du fait esclavagiste. Donc le comparatisme est au cœur, en fait, la démarche comparatiste, la méthode comparatiste est au cœur de notre ouvrage et nous permet en fait de réfléchir à nouveau frais à la définition à la fois de l'esclavage, pour le différencier d'autres formes de domination et d'exploitation comme le servage, d'autres formes de servitude, etc. Et puis pour réfléchir également à un concept qui est très important dans le livre, et je vais y revenir, qui est celui de société esclavagiste. Mais je voudrais commencer d'abord par la question de la définition de l'esclavage, parce qu'on nous pose toujours, c'est toujours la première question qu'on nous pose et qui évidemment est cruciale. Alors en fait, les chercheurs en sciences sociales, mais aussi les juristes, les personnes donc, qui produisent en fait le droit international à l'heure actuelle, ont proposé des définitions différentes, diverses et variées du phénomène esclavagiste. Mais grosso modo, c'est autour de deux pôles que ces définitions se situent. D'un côté, la question de la propriété,
et de l'autre, la question de l'exclusion sociale. Côté propriété, c'est peut-être la définition avec laquelle vous êtes le plus familier. C'est par exemple celle qui a été retenue par la Convention de Genève de 1926, justement, à un moment donné où la Société des Nations, justement, commençait à militer activement en faveur de l'abolition de l'esclavage dans l'ensemble du monde. Et donc la Convention de Genève de 1926 définit l'esclavage comme, je cite, l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Et par là, en fait, c'est-à-dire l'exercice de la propriété, c'est en plus quelque chose que les juristes continuent à interpréter. Et à l'heure actuelle, c'est assimilé du coup à la possibilité d'exercer un contrôle total sur le corps et la personne d'un esclave. Donc ça, c'est le premier volant de la définition. D'autres définitions donc vont plutôt du côté de l'exclusion sociale, et c'est des définitions notamment qui ont été proposées par des sociologues ou des anthropologues qui ont été parmi les premiers à développer des études mondiales ou sur de vastes régions sur l'esclavage. Une définition, une des plus connues, c'est celle proposée par le sociologue d'origine jamaïcaine, professeur à Harvard, qui s'appelle Orlando Patterson, qui a écrit ce formidable ouvrage qui s'appelle Slavery and Social Death, l'esclavage et la mort sociale, qui paraît en 1982, sachant que Patterson nous a fait l'honneur en fait de faire la conclusion du volume. Et donc il définit, je cite sa définition en français, l'esclavage comme la domination violente et permanente sur des personnes nativement aliénées et généralement déshonorées. Donc c'est la question de l'ampleur de la domination, de l'importance de la violence physique, l'arrachement aux liens de naissance et la question du déshonneur. Donc l'exclusion des relations de naissance et de parenté, et puis le déshonneur. Alain Testard, donc un anthropologue français, lui définit l'esclavage comme un dépendant dont le statut juridique est marqué par l'exclusion d'une dimension considérée comme fondamentale par la société et dont on peut, d'une façon ou d'une autre, tirer profit. Alors, nous, on a choisi en quelque sorte on a refusé de choisir parmi ces définitions et de donner une définition anhistorique, universelle du phénomène esclavagiste. On postule au contraire que pour faire un comparatisme qui n'impose pas un modèle justement d'esclavage, mais qui tienne compte de la diversité des esclavages, on met en avant au contraire tout un gradient de faits, de phénomènes, de l'exercice du droit de propriété sur une personne jusqu'à l'exclusion sociale, le droit de vie et de mort, la faible protection juridique et judiciaire. Donc toute une série de facteurs qui jouent de manière plus ou moins importante d'une société pratiquant l'esclavage à l'autre, mais qui permet du coup de les étudier les unes avec les autres dans une certaine continuité. Donc ça, c'est un premier parti pris important qui permet de tenir à la fois la question de l'universalisme et du relativisme en même temps, et de montrer la diversité et d'insister sur la diversité des formes d'esclavage dans le monde. À partir de là, il faut bien comprendre aussi, avant que je passe à la question de la définition d'une société esclavagiste, c'est cette diversité des formes d'esclavage, elle est aussi associée au fait que l'esclavage peut, dans certaines sociétés, correspondre à s'opposer en quelque sorte de manière drastique à la liberté. Et donc on a des sociétés où on a une forte polarité entre esclavage et liberté. C'est le cas de l'Empire romain par exemple, où il y a une opposition claire et nette entre les citoyens et les esclaves, les uns se définissant par rapport aux autres. Alors que dans d'autres sociétés, comme dans nombre de sociétés africaines notamment, l'esclavage constitue seulement une forme de dépendance et toujours la forme la plus extrême de dépendance dans une gamme de relations de dépendance diverses et variées. Et donc on a ces deux configurations différentes à différentes époques et sur l'ensemble du monde.
Mais dans ces sociétés, que ça soit des sociétés avec une forte polarité entre esclavage et liberté, ou des sociétés avec des gradients de relations de dépendance, certaines pratiquent l'esclavage différemment, à tel point que l'esclavage les façonne de manière fondamentale. Et c'est ces sociétés-là qu'on désigne par le terme de société esclavagiste. En fait, il faut savoir que parmi les historiens qui ont étudié l'esclavage, il y en a un en particulier qui est un historien de la Grèce ancienne, Moses Finlay, et en même temps une historienne caribéenne qui s'appelait Elsa Gouveia, qui ont mis en avant justement ce concept de société esclavagiste, et dans le cas de Moses Finlay, en l'opposant à celui de société à esclaves, Society with Slaves. Et il opposait les deux, et lui donnait une définition en fait beaucoup plus restrictive en fait en insistant sur un certain pourcentage d'esclaves au sein de la société. Alors il y avait en plus un pourcentage fixé un peu arbitrairement à 20%, donc à partir de 20% c'était considéré comme une société esclavagiste. La centralité de l'esclavage dans la production économique, et puis le rôle de l'esclavage dans le système socio-culturel. Et puis il appliquait cette définition, il considérait sur la base de cette définition qu'il n'y aurait eu dans l'histoire du monde que 5 grandes sociétés esclavagistes, que sont la Grèce ancienne, l'Empire romain, la Caraïbe, le Brésil et les États-Unis de la période antébellum. Depuis, cette définition en fait de la société esclavagiste a complètement été rediscutée, remise en cause avec le développement des études globales sur l'esclavage, avec l'essor d'une histoire mondiale de l'esclavage et la reprise en fait des approches comparatistes. Et l'ouvrage se situe dans cette perspective et essaye de repenser ce concept de société esclavagiste, en montrant d'ailleurs qu'il existe différents types de sociétés esclavagistes et pas un seul modèle de société esclavagiste. Donc c'est un autre élément de diversification. Et donc il y a des sociétés esclavagistes qui se définissent par le fait que l'esclavage conditionne l'ensemble de l'expérience sociale. C'est-à-dire que dans ces sociétés, aucune institution, pratique, relation sociale n'échappe au système esclavagiste. La société, dans son intégralité, tourne autour de l'esclavage. Et c'est évidemment le cas, par exemple, des sociétés esclavagistes américaines, qu'on ne peut pas réduire, la Caraïbe, Brésil, Amérique du Nord avant les États-Unis, le sud de l'Amérique du Nord avant les États-Unis. Et c'est des sociétés qui sont marquées de manière très très importante par l'esclavage, à tel point en fait, on va le voir en raison de l'importance de la traite, donc l'arrivée constante de nouveaux esclaves, des flux très importants d'esclaves nouveaux, des pourcentages d'esclaves sans équivalent dans l'histoire mondiale de l'esclavage. En Jamaïque, à Saint-Domingue, à la veille de la Révolution française, il y a 90% d'esclaves, donc c'est des taux sans comparaison. Donc c'est des sociétés en fait où l'effort pour perpétuer l'ordre esclavagiste, parce que comment comprendre qu'à Saint-Domingue, 500 000 esclaves, 30 000 blancs, 30 000 libres de couleur, on a pu maintenir pendant un siècle et demi cet ordre esclavagiste. Et donc c'est l'effort constant qui est fait par l'ensemble en fait des libres de la société, les propriétaires d'esclaves comme les non-propriétaires d'esclaves, pour maintenir et reproduire cet ordre esclavagiste. En revanche, dans d'autres sociétés esclavagistes, l'esclavage ne conditionne pas l'ensemble de l'expérience sociale, mais l'esclavage joue un rôle tellement important qu'il joue notamment dans ce que Paulin appelle la reproduction de la société. Et il donne comme exemple l'Empire ottoman, où les esclaves ne constituaient peut-être que 5% de la population, où la traite jouait un rôle très important en revanche, mais où à cause du système du harem, de l'importance de l'esclavage, de l'emploi, de l'esclavage public
et notamment de l'esclavage militaire, donc du système mamelouk, et de l'emploi d'esclaves dans la haute administration autour du sultan. L'importance, en quelque sorte, dans la reproduction du système sociopolitique de l'Empire ottoman est telle qu'on peut aussi qualifier l'Empire ottoman de société esclavagiste. Et puis évidemment, la chose se complique également par le fait que ces sociétés esclavagistes sont en relation les unes les autres, qu'elles sont aussi en relation avec les sociétés à esclaves, où l'esclavage joue un rôle moins important. Et dans le cas des mondes atlantiques, et donc y compris dans le cas de l'Amérique du Nord et ensuite des États-Unis, c'est extrêmement important parce qu'en fait, évidemment, toutes ces sociétés sont connectées. Et par exemple, l'Empire britannique ou l'Empire français peut être considéré comme des empires esclavagistes constitués d'un ensemble de sociétés à esclaves et sociétés esclavagistes. Les sociétés à esclaves, par exemple dans l'Empire britannique, étant constituées de la métropole, qui est aussi une société à esclaves, donc de la Grande-Bretagne, des sociétés de Nouvelle-Angleterre, des Middle Colonies, et puis les sociétés esclavagistes, le sud de l'Amérique du Nord et les West Indies. Et évidemment, toutes ces sociétés sont en relation les unes les autres, et la manière dont joue l'esclavage dans cet empire tient à son rôle à la fois en métropole et dans les différentes colonies, qu'il s'agisse de sociétés à esclaves ou sociétés esclavagistes. Et donc c'est tout ça qu'on retravaille dans l'ouvrage. Alors, pour ce faire, la manière dont on a travaillé, c'est que c'est un volume collectif, mais un peu inhabituel. Il réunit un très grand nombre de contributeurs en dehors des 3 coordinateurs, puisqu'on a réuni en fait 68 historiens, anthropologues, juristes, et en cherchant les meilleurs spécialistes du domaine, quelle que soit leur affiliation. Et donc on a des chercheurs qui sont de 15 nationalités et une équipe véritablement internationale. Et en cela, le livre se distingue des grands volumes équivalents publiés en anglais comme la Cambridge World History of Slavery, et où en fait il y a surtout des anglophones qui écrivent dans ces volumes, alors que là on a des chercheurs francophones, anglophones, et donc on a énormément traduit. Il y a une quarantaine d'articles qui ont été traduits de l'anglais, mais aussi de l'espagnol, du portugais, de l'allemand. Et il nous tenait à cœur qu'il y ait des chercheurs non seulement de ce qu'on appelle en anglais le Global North, mais aussi des pays du Sud, donc d'Afrique, du Mexique, du Brésil et d'ailleurs. Et du coup, c'est souvent présenté comme la première somme française sur l'esclavage, avec une perspective mondiale. Mais le livre, en fait, ne reflète pas du tout une historiographie uniquement française. Certes, il a été rendu possible par la nouvelle visibilité, légitimité prise par les études sur l'esclavage en France depuis la proclamation de la loi Taubira il y a 20 ans. Et le livre, en quelque sorte, est un bébé de cette loi Taubira. Il n'aurait pas pu exister de la même façon sans la manière dont la recherche a pu se développer dans la foulée de cette loi. Mais la composition en fait de l'équipe montre que c'est un livre qui croise différentes historiographies, différents regards, différentes manières d'aborder l'esclavage, qu'on n'a pas voulu, nous, coordonnateurs, imposer nos points de vue, et que ça transparaît très bien dans le livre, et qu'il y a du coup, il y a des débats qui transparaissent, puisque avec des problèmes de traduction, il y a des termes qu'on utilise dans certaines historiographies. En anglais, on parle beaucoup maintenant de unfreedom, c'est-à-dire qu'on situe l'esclavage justement dans toute une gamme de servitudes et de dépendances, et donc on parle de non-liberté. Et qu'on oppose à la liberté. Alors, dans non-liberté, c'est un magma de beaucoup de choses. Moi, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais qui situe l'esclavage dans la continuité avec d'autres formes de travail forcé, notamment. Mais c'est un exemple qui vous montre toute la difficulté à associer ces historiographies qui emploient des termes et un vocabulaire différents, et ça traduit en effet des débats.
Et puis, donc on a la manière dont on a travaillé, c'est qu'on a fait en fait appel à ces 68 contributeurs et contributrices pour essentiellement la première et la troisième partie, alors que nous, on a écrit la partie centrale. Donc, une des originalités du livre, c'est sa structure, son organisation, qui est une manière de décliner à chaque fois différemment l'approche comparatiste. La première partie s'appelle Situation et contient une 50aine d'articles de la préhistoire à nos jours. C'est des articles relativement courts qui déclinent des situations esclavagistes très diverses et variées, depuis la Chine des royaumes combattants jusqu'à l'empire des Han entre le 5e et le 2e siècle avant notre ère, en passant par la mémoire de l'esclavage au Kenya à l'époque contemporaine, en passant par l'esclavage dans le sultanat de Malacca, donc en Asie du Sud-Est au XVIe siècle, etc., etc. Donc en ayant un panorama, un voyage en fait, des pérégrinations en fait sans continuité d'une situation esclavagiste à l'autre à travers l'ensemble du monde. Le but de cette partie étant de désorienter le lecteur qui passe d'une époque à l'autre, d'une région à l'autre, d'une société à l'autre, en justement n'allant. Il y a évidemment des articles sur la Grèce ancienne, sur l'Empire romain, sur les Amériques coloniales, qui sont les régions qui ont été les plus étudiées et qui ont longtemps dominé les études sur l'esclavage. Mais justement, la diversité des situations a pour but de montrer l'ubiguïté du phénomène esclavagiste et puis la diversité des formes qu'il a pu prendre dans l'espace et dans le temps. Et donc, il y a des articles qui peuvent se consacrer par exemple à un voyage de traite. Il y a un très bel article sur un voyage d'un navire de traite parti du Havre en 1819 qui s'appelle Le Rôdeur et qui est attaqué, dont l'équipage et la cargaison d'esclaves est attaqué par une maladie qui s'appelle l'ophtalmie et qui rend en partie, qui peut rendre aveugle ou provoquer des dommages aux yeux. Et donc c'est une affaire qui est devenue une cause célèbre et qui a joué un rôle en fait dans le mouvement abolitionniste. Et donc là, c'est comme un focus sur une année d'un bateau qui traverse l'Atlantique. Et puis on a un article sur l'Inde ancienne c'est l'Inde entière pendant un millénaire, donc une longue période où on discute la question de la présence ou non de l'esclavage en Inde ancienne. Il y a aussi des tentatives de comparaison à l'intérieur de ces articles, avec notamment justement l'article d'Emily Clark qu'elle a écrit sur la vallée du Mississippi au XIXe siècle, donc entre l'acquisition de la Louisiane en 1803 par les États-Unis et la fin de la guerre de sécession et l'émancipation des esclaves en 1865, où elle donne un autre regard justement de l'esclavage états-unien qu'on associe pendant la période antébellum essentiellement au coton, alors qu'en Louisiane, il y a en fait deux plantes canne à sucre qui commence à se développer justement en 1803 après la perte de Saint-Domingue, et puis le coton également, et la comparaison des conditions de vie des esclaves, de vie et de travail des esclaves dans les champs de canne à sucre ou sur les plantations de coton montre vraiment la différence. Et puis il y a la question de l'esclavage urbain à la Nouvelle-Orléans, de l'esclavage sur le Mississippi également tout au long du 19e siècle. Mais à ce moment-là, en fait, dans cette partie, la comparaison, on la laisse, elle est faite, en fait, elle doit être faite par le lecteur lui-même. Et c'est ce que font en général la plupart des ouvrages, en fait, de perspective mondiale, comme par exemple la Cambridge World History of Slavery, qui est constituée en fait de 4 volumes, et puis avec des chapitres sur telle région, telle période, et qui se succèdent. Et en quelque sorte, le lecteur doit se débrouiller en quelque sorte avec le panorama qui lui est offert à chaque fois, mais qui est découpé en tranches géographiques et chronologiques.
Mais nous, on a voulu aller plus loin et c'est l'objet donc de cette seconde partie, qui est la partie centrale du livre et qui est la partie qui est composée d'une trentaine d'articles que Paulin Ismar, Benedetta Rossi et moi-même avons écrit, en fait, avec certains articles étant écrits aussi par Mohamed Waldi et Claude Chevalère, et qui correspondent à des thèmes, des institutions qui sont autant de clés d'entrée dans le phénomène esclavagiste. Donc, il y a un article sur la dette, la propriété, le marché, corps, violence, mort, que sais-je, maître, mobilité, résistance, révolte, traite, travail, ville, etc. Donc, toute une série de thèmes. Ces thèmes étant traités à l'échelle mondiale, dans la longue durée de l'histoire de l'humanité. Donc évidemment, c'est pas la chose la plus facile à faire et à écrire, et c'est un comparatisme qui se situe à un niveau micro parce qu'on compare pas des sociétés esclavagistes entre elles, on compare pas des systèmes esclavagistes entre eux, on compare en fait des phénomènes transversaux aux sociétés esclavagistes qui existent en général dans la plupart des systèmes esclavagistes, et on voit comment ils se déclinent différemment d'une société esclavagiste à l'autre et comment justement ça permet de comprendre la diversité des sociétés esclavagistes. Je vais donner un exemple qui est celui de l'affranchissement, qui est une donnée fondamentale de l'esclavage et qu'on oppose très souvent à l'esclavage, la sortie de l'esclavage. Or, justement, Orlando Patterson a montré que l'esclavage ne pouvait jamais exister sans sa négation. C'est un système tellement difficile à perpétuer, justement, qui repose toujours sur la violence physique plus qu'aucun autre système de domination et d'exploitation, et qu'il faut quand même laisser un tout petit peu d'espoir pour pouvoir l'imposer, et que l'affranchissement, précisément, joue ce rôle-là. Et joue donc un rôle de contrôle social, en fait, parce que en permettant une minorité d'esclaves de s'affranchir et de négocier pendant une longue période leur affranchissement, on les maintient pendant ce temps-là en esclavage. Donc c'est une donnée fondamentale, mais la manière dont les sociétés usent ou non de l'esclavage, l'importance des affranchissements, l'importance des affranchissements, par exemple, c'est une donnée fondamentale dans l'Empire romain, beaucoup moins dans la Grèce ancienne. C'est une donnée fondamentale en Amérique espagnole, beaucoup moins dans les empires français et britanniques. Et pas seulement aux États-Unis, justement. Et donc, ça permet justement de opposer et d'essayer de comprendre ces différences. Et puis, la dernière partie, c'est une partie qui s'intitule Transformation. Et là, c'est une autre façon encore d'envisager l'approche comparatiste en réinjectant de la chronologie. Puisque dans les articles précédents, en quelque sorte, le problème de cette approche micro autour de certaines institutions transversales, comme dans les articles, on se balade de la préhistoire à nos jours, en passant justement par la Chine des Han et les Amériques coloniales. En fait, à chaque fois, on mentionne certaines données factuelles, informatives, on rapproche certains faits les uns des autres. Mais il est impossible de faire le travail de contextualisation et historicisation qui correspond à ce qu'on fait normalement quand on fait de l'histoire comparée et où on compare deux sociétés l'une avec l'autre pour essayer de mettre en évidence ce qui les distingue et fait leur particularité. Là, évidemment, et c'est le contexte en fait qui est un élément d'explication des points communs et des différences quand on confronte deux sociétés. Ce travail d'historicisation, contextualisation, on ne peut évidemment pas le faire de cette façon-là dans les articles comparatifs. Et donc pour nous, c'était vraiment important de réinjecter de la chronologie et de réfléchir aux grandes inflexions
dans l'histoire mondiale de l'esclavage, aux grandes ruptures en fait qui se sont produites, et donc notamment la question de la naissance des premières sociétés esclavagistes. Dans la première partie du volume, je vous ai dit qu'il y avait un article sur la préhistoire dans lequel on évoque le moment de l'apparition de l'esclavage qu'on associe très souvent à la révolution néolithique et donc à la mise en place de sociétés agraires davantage hiérarchisées. Donc l'esclavage est évidemment toujours associé à la question de l'inégalité, même si on peut discuter en fait de la présence de l'esclavage dans certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs grâce à l'archéologie et à l'anthropologie et aux données de l'anthropologie sociale. Mais la notion justement de société esclavagiste, ça apparaît pas immédiatement, et un des premiers articles concerne son apparition en Méditerranée, dans les mondes grecs anciens, entre le Xe et le VIe siècle avant notre ère. Donc c'est une des grandes inflexions. Il y a évidemment aussi la question de la disparition de l'esclavage de l'Empire romain et du passage entre esclavage et servage en Europe au cours de la période médiévale, la question des rapports entre expansion de l'islam et esclavage, et puis justement tout ce qui concerne la particularité des systèmes de ce qui se joue dans les mondes atlantiques. Donc le rôle des églises chrétiennes, la combinaison entre impérialisme, colonialisme et esclavage, le système des plantations, l'association entre esclavage et capitalisme, la question de la racialisation, les Lumières, etc. Donc les révolutions, et on termine en fait, comme dans les articles de la première partie, par la question de l'esclavage contemporain, moderne, et également des héritages des esclavages passés qui modèlent encore nos sociétés. Donc nos sociétés sont encore marquées par l'esclavage d'une double façon, parce que l'esclavage continue d'exister sous des formes anciennes ou de nouvelles formes. Le Bureau international du travail estimait qu'en 2016, il y aurait 40 millions d'esclaves à l'heure actuelle dans le monde, même si ce qu'on définit comme l'esclavage moderne donne lieu à de très nombreux débats et en fait est un sujet politique. En fait, il y a une dimension militante en fait très importante dans cette question de la définition de l'esclavage moderne. Et puis il y a toute la question des héritages et la manière dont les descendants d'esclaves sont marqués par ce qu'on appelle la macule servile ou par la race dans le cas du système atlantique d'esclavage. Voilà. Et puis après l'article d'Orlando, la conclusion en fait d'Orlando Patterson qui essaye de nouer tous ces fils là, on a eu la chance de bénéficier en fait d'un épilogue, de demander un épilogue à Leonora Miano, qui est cette écrivaine franco-camerounaise qui a écrit notamment plusieurs romans autour de ces questions, mais notamment un très beau roman qui s'appelle La saison de l'ombre sur la traite en Afrique de l'Ouest, et qui a écrit ce bel épilogue qui s'appelle Où se forge le futur de l'Afrique subsaharienne, et qui évoque justement cette question de la mémoire et des héritages du système atlantique d'esclavage. Voilà. Alors peut-être que je peux m'arrêter là et on prend des questions éventuellement. Ouais. Merci pour cette présentation. J'aurais une question à nouveau de définition. Ouais. Donc on a parlé d'esclavage, de servage, de statut là un peu de non-liberté, unfreedom.
Et on a même il y a une rubrique dans la deuxième partie consacrée à l'esclavage volontaire. Oui. Alors, comment passe-t-on du statut de servage, et vous l'avez évoqué à l'époque médiévale, du statut de servage au statut d'esclave ou d'esclavage, celui-ci, le servage continuant à exister jusqu'en 1861, je crois, en Russie. Et comment on distingue toutes ces notions, servage, esclavage et esclavage volontaire? Alors, l'esclavage... Donc, je vais répondre d'abord à cette dernière question. Donc, il y a la question de comment on devient esclave est évidemment une question très importante. Et le mode principal, c'est par la guerre, c'est la capture. En association avec la guerre, les raids, le kidnapping, la piraterie. Voilà, c'est la façon. Il y a un lien très très fort entre esclavage et guerre, et c'est une des justifications premières de l'esclavage. En fait, dans nombre de sociétés à travers le temps et l'espace, l'esclavage est justifié par son association avec la guerre parce que et c'est lié au droit du vainqueur qui peut tuer les prisonniers de guerre ou leur laisser la vie sauve. Et en contrepartie de la vie sauve, la personne sauvée doit accepter de se soumettre comme esclave et accepter justement cette relation esclavagiste. Et donc c'est un don de la vie, l'esclavage. Et en contrepartie, on est dans une situation de vulnérabilité à une mort prématurée, justement de droit de vie et de mort qu'exerce un maître sur vous, et de contrôle total sur votre corps en contrepartie de ce don de la vie qu'on vous a donné soi-disant sur le champ de bataille. Donc c'est une justification même quand ça l'est pas. Donc ça c'est la première forme mais il y en a évidemment d'autres, et notamment il y a toute la question des formes d'esclavage interne, parce que la guerre ça veut dire que les esclaves viennent de l'extérieur. Et c'est le mode le plus courant, mais il y a aussi des condamnations pénales. On peut être réduit en esclavage par la justice qui vous condamne pénalement à l'être. Il y a l'association avec la question de la dette et trois formes en fait de relations entre servitude et dette, parce qu'il y a ce qu'on appelle la servitude pour dette, c'est-à-dire le fait de se placer soi-même en fait dans une position de servitude le temps qu'on rembourse sa dette envers son créancier. Il y a aussi ce qu'on appelle la mise en gage, le pawnship, qui est très répandu en Afrique ou en Asie. Et c'est le fait de mettre quelqu'un d'autre en gage pour rembourser sa créance. Et puis, il y a l'esclavage pour dette, c'est-à-dire que quand on n'a pas justement réussi à rembourser sa dette, on devient esclave parce que la dette n'a pas été remboursée. Donc, il y a ces trois formes. Et la dette est un moyen, encore de nos jours, en fait, dans l'esclavage moderne, c'est une dimension essentielle, en fait, des processus de réduction en esclavage. Il y a aussi l'exposition des enfants, enfin il y a d'autres manières. Mais il existe des cas d'esclavage volontaire ou contractuel, et notamment Claude Chevalère, qui a beaucoup travaillé avec nous, qui est un spécialiste de l'esclavage en Chine ancienne, et qui montre pas dans la Chine ancienne, dans la Chine des Ming en fait, donc mi-XVIIe, et qui montre que à cette époque-là justement, il y a cette forme d'esclavage contractuel que les gens en fait poussés par la nécessité, la faim le plus souvent, pour ne échapper à la mort, acceptent de signer des contrats en fait et de se placer volontairement dans une situation d'esclavage. Et donc ça fait, évidemment, ça paraît inconcevable, mais c'est ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ce qui est pour nous, on est dans une époque abolitionniste. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, l'esclavage est interdit partout dans le monde. Il y a nulle part dans le monde il a d'existence légale. Donc il a été totalement, il n'a pas été éradiqué, mais juridiquement il est interdit partout. C'est considéré comme un crime contre l'humanité, mais jusqu'à très récemment, ça ne l'était pas. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'acceptable, de normé, dans le sens qui est juridiquement justement normalisé, et que la remise en cause du principe de l'esclavage, c'est vraiment très tardif. Ça commence fin XVIIIe siècle, et c'est vraiment c'est une révolution.
C'est une révolution politique, sociale et qui va être très longue à s'imposer, qui va prendre des décennies, voire des siècles sur l'ensemble des continents. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Pour l'autre question, il y a alors la question des rapports entre... parfois la limite entre l'esclavage et d'autres formes de... servitude, dépendance n'est pas si évidente que ça. Il y a un article par exemple sur le Congo belge où on a des situations en théorie de sortie de l'esclavage, mais où le travail forcé finit par vraiment ressembler à de l'esclavage et où on peut discuter justement des limites entre travail forcé et esclavage, sachant que nous, on a une position un peu là-dessus. Il y a tout un courant de l'historiographie justement centré sur le travail qui tend à étudier l'esclavage en continuité avec d'autres formes de travail forcé. Mais nous, on essaye d'insister sur le fait que le travail forcé est souvent une dimension fondamentale de l'esclavage, mais que l'esclavage ne se réduit jamais à une forme de travail forcé, parce que l'esclavage, c'est la prise de contrôle de l'ensemble du corps et de la personne, et on profite de ses capacités productives comme reproductives. C'est-à-dire que même dans le cas justement des Amériques, où la motivation première de l'esclavage est économique, où c'est d'abord pour faire travailler les esclaves et les exploiter durement dans les champs, dans les plantations qu'on les fait venir par millions, même dans ce cas-là, il y a aussi une exploitation sexuelle des femmes esclaves et une violence sexuelle systémique à l'encontre de ces femmes. Parce que cette violence sexuelle est un moyen de contrôle social, d'humiliation, de démoralisation, de dévirilisation des hommes esclaves, que c'est aussi un moyen d'obtenir des esclaves et de faire en sorte que le système se reproduise. Donc il y a toujours ces deux dimensions. Et par ailleurs, dans l'ensemble de l'histoire du monde, l'esclavage a d'abord été sexuel et conjugal. C'est-à-dire que, à part aux Amériques, justement, la plupart des esclaves sont des femmes ou des enfants à cause justement de cette orientation sexuelle et conjugale. Et donc l'esclavage... les esclaves, on en profite de mille et une façons, par leur travail, pour leur sexualité, leur capacité reproductive, parce que c'est des objets de prestige qu'on peut mettre à mort, qu'on peut donner pour récompenser des serviteurs. Donc en fait, il y a toutes sortes de finalités. L'esclavage peut avoir des finalités très diverses, y compris justement l'affranchissement des relations de parenté. Parce que justement, faire venir des femmes qui peuvent devenir des concubines, c'est s'affranchir des règles par lesquelles circulent normalement les femmes au sein d'une société. Donc ça, c'est une dimension importante. Et puis, pour revenir à la question de la différence entre esclavage et servage, donc il y a ce très bel article sur l'Alsace, alors à l'époque médiévale, et par cet historien allemand qui montre en fait, en quelque sorte, à quel point c'est extrêmement complexe et ça se passe de différentes façons. La transition, parce que depuis Marc Bloch, c'est un sujet de débat très ancien, mais qu'on envisage complètement différemment, et on montre que l'esclavage a persisté bien plus longtemps qu'on ne l'imagine, et que la transition entre les deux, elle est complexe, et qu'elle joue en fait sur le fait, là où on voit la différence, c'est que le servage, ça implique un attachement à la terre. La servitude, c'est l'attachement à la terre, mais elle ne porte pas sur la personne. Alors que dans l'esclavage, en fait, la domination, elle porte sur la personne et sur le contrôle de l'intégralité de la personne. Alors que le serf, il peut se marier librement, il peut avoir un certain nombre de relations sociales. Il n'y a pas cette exclusion des relations de naissance et de parenté qui est quelque chose qui est au cœur de l'esclavage. Donc ça, c'est une dimension très importante. Et il montre, alors avec toutes sortes de sources, justement, la manière dont une abbaye, en fait, progressivement fait passer, en donnant de la terre à des esclaves, d'abord les installe, et puis donc crée d'autres formes, en fait, de servitude, mais en donnant de nouveaux droits, en quelque sorte, et de possibilités à ces anciens esclaves. Merci pour vos réponses. Je vais pas monopoliser le micro, mais peut-être juste une dernière question, puisque j'ai le micro.
Qu'en est-il en fait des États-Unis naissants, de l'Amérique coloniale? Vous avez parlé à l'instant là de contrats qui existaient, et donc dans l'Amérique coloniale, il me semble que les premiers esclaves entre guillemets étaient des serviteurs britanniques qui avaient un contrat, et donc comment ensuite on va basculer vers une société véritablement esclavagiste. Donc là, on est au début du XVIIe siècle. Moi, j'appellerais pas les engagés des esclaves. C'est une forme de servitude, hein, mais donc c'est un moyen de financer le transport en fait, et ça implique justement l'acceptation, la signature d'un contrat qui vous met dans une situation de dépendance et de servitude auprès de quelqu'un qui rembourse en fait les frais de la traversée pendant un certain nombre d'années. 3 ans dans les colonies françaises, c'est les 36 mois, souvent beaucoup plus longtemps dans l'Amérique anglaise, 7 ans, 9 ans parfois, et qui ont joué un rôle très important. Mais cette histoire, en fait, la manière dont on envisage les questions, alors je vais répondre de 2 façons. Les engagés sont disponibles à ce moment-là, c'est tout. Les esclaves ne le sont pas encore. Il y a une espèce de croisement entre les deux, et il y a un moment donné, à partir du mi-XVIIe et en particulier d'abord avant les États-Unis, là où en fait on a le plus rapidement la société de plantation se transforme en société esclavagiste, c'est la Barbade, où on parle de révolution sucrière, où très très rapidement les plantations de tabac deviennent des plantations de canne à sucre, les engagés esclaves, la taille des plantations augmente. On a un basculement, mais qui en fait et commence avant même l'arrivée des esclaves. En fait, le sucre en fait arrive avant même que les esclaves n'arrivent, et l'arrivée des esclaves ne fait que précipiter ensuite cette révolution sucrière, et puis des phénomènes et le passage entre sociétés de plantation travaillées par des engagés à des sociétés de plantation esclavagistes. Il y a des chronologies vraiment très différentes. C'est pareil, le basculement en Caroline du Sud. La Caroline du Sud, c'est un peu comme en Louisiane, c'est une société qui est immédiatement une société esclavagiste très rapidement. En revanche, en Virginie, ça prend un siècle avant de basculer d'une société à esclaves, parce que travaillant surtout avec des engagés avant de basculer vers la société esclavagiste. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup été étudié, notamment par Trevor Bernard et Simon Newman, qui ont écrit des nouvelles synthèses en fait sur cette question au sein des mondes britanniques. Mais dorénavant, cette question elle est complètement revue, parce que le développement des études atlantiques et la manière en fait d'étudier les interconnexions entre l'Europe, l'Afrique et l'ensemble des Amériques, et de développer notamment une histoire hémisphérique connectée et comparée des Amériques, fait qu'on a un nouveau récit qui n'est plus justement centré sur, on commence plus au XVIIe, et que dans le livre justement j'essaye de montrer dans tous les articles sur la partie sur les mondes atlantiques, le fait qu'on repense complètement la question, le rise and fall of African slavery, comme David Eltis, etc. Donc ce récit-là qu'on faisait pendant très longtemps uniquement centré sur les mondes britanniques et ensuite les États-Unis, on le revoit quand on prend en compte l'antécédence des Ibériques. Et ce qui se joue, parce que c'est une grande différence entre les Espagnols et les Portugais, et puis les Anglais, les Français et les Hollandais, c'est le fait que l'esclavage existe toujours, n'a jamais disparu de la péninsule ibérique pendant la période médiévale, que l'esclavage existe dans l'ensemble de la Méditerranée, et que cet esclavage-là et la manière dont il se transfigure à la fin de la période moderne, et la traite que commencent les Portugais à partir de 1440, d'abord vers les péninsules ibériques et puis après vers les Amériques, qui fait que l'esclavage est une donnée évidente quand arrivent les Européens du Nord-Ouest à partir du début du XVIIe siècle, sachant que ça fait déjà un siècle qu'ils se baladent et qu'ils sont confrontés à cet esclavage ibérique et qu'ils en ont connaissance. Et donc en fait, c'est évident que
il y a la tentation esclavagiste, elle est là dès le départ, en fait. C'est pas quelque chose auquel on est converti uniquement avec le temps. Donc, on revoit ces questions complètement différemment, tant le basculement entre engagé et esclavage que la question de la racialisation de cet esclavage. Parce que ce qu'on essaye de faire aussi dans le livre, et j'aurais dû le dire, c'est que donc on essaye d'un côté de désaméricaniser les études sur l'esclavage, parce que justement dans les études sur l'esclavage, il y a eu une longue focalisation sur les Amériques coloniales et 19e siècle, le second esclavage aux Amériques, et puis sur les mondes gréco-romains anciens, où voilà, la plupart des gens travaillaient sur ces deux espaces et périodes. Et donc on revoit complètement ça, et en même temps, en faisant ce comparatisme tout azimut, mais en même temps, le livre, et on est très clair là-dessus, ce passage comparatiste permet au contraire d'affirmer et de soutenir et de démontrer la singularité du système atlantique d'esclavage, dans lequel prend place l'esclavage états-unien de la période antébellum. Et ces particularités, c'est l'association entre impérialisme, colonialisme et esclavage, dans des mondes atlantiques qui sont dominés par les Européens. L'océan Indien, c'est un monde cosmopolite où les marchands d'esclaves, ils sont chinois, japonais, sud-asiatiques, swahili, musulmans, arabo-musulmans. Donc tout le monde en fait trafique, et européens, les Portugais, puis ensuite les Hollandais, etc., etc. Le monde atlantique, c'est un lac européen. Où justement il y a cette association entre impérialisme, colonialisme, la colonisation des Amériques, et la traite des esclaves et l'esclavage. Et puis la deuxième caractéristique, c'est cette traite massive d'esclaves, sans comparaison avec aucune autre traite. Il y a évidemment un chapitre sur les traites avec la comparaison de tous les chiffres. Voilà, 100 millions d'esclaves dans le millénaire de la République et de l'Empire romain en Méditerranée. L'esclavage atlantique, c'est 12 millions et demi entre 1501 et 1867, mais c'est 5 800 000 entre 1750 et 1825. C'est une accélération gigantesque, en fait, une industrialisation de la traite en quelques décennies, sans commune mesure. La traite transsaharienne, à son maximum, c'est 9 000 esclaves. La traite transatlantique, en 1780, c'est 80 000 esclaves par an qui sont déportés outre-Atlantique. Voilà. Et la troisième caractéristique spécifique, c'est la racialisation de cet esclavage. Sachant que l'esclavage implique toujours des justifications, la mise en avant de différences, de caractères inférieurs des esclaves, mais qui sont en général fondées sur la religion ou l'ethnicité, ou l'opposition entre civilisation et barbarie. Et ce que moi j'essaye de montrer dans le livre, en l'expliquant justement par l'antécédence des Ibériques, c'est ce processus de racialisation qu'on revoit aussi complètement autrefois dans l'historiographie états-unienne. C'est le vieux débat depuis les années 50 sur les rapports entre esclavage et racisme, la poule et l'œuf, racisme comme cause ou conséquence de l'esclavage. Et dorénavant, on n'envisage plus du tout cette question de la même façon, parce qu'on ne réduit pas l'esclavage à une théorie intellectuelle, scientifique. En fait, on ne réduit pas le racisme à une théorie intellectuelle, scientifique, et donc on ne fait pas du racisme juste une théorie, un système doctrinaire en fait, de justification de l'esclavage. On essaye de montrer la racialisation des sociétés pratiquant l'esclavage et le développement d'un esclavage racial, le fait que les deux vont ensemble et que la réalisation, elle est opérée à la fois par les pratiques et les idées, et que les deux travaillent en tandem. Et donc c'est une autre manière d'envisager ce que ça signifie qu'une société se racialise. Voilà. Mais c'est une dimension fondamentale, et c'est aussi malheureusement un héritage de ce système atlantique d'esclavage, parce qu'il y a ce phénomène très paradoxal de la coïncidence entre la révolution abolitionniste et la formulation de théories scientifiques et philosophiques racistes à partir de théories des races, hiérarchisation de l'ensemble du monde autour de la notion de race dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et ce qui reste évidemment après les abolitions, c'est la race, malheureusement. Merci, on va céder le micro à la salle.
vous n'avez pas du tout parlé des prisonniers, des prisonniers jusqu'à la mort dans les camps de travail nazis. Il n'y a aucun, voilà, vous n'avez. Alors, il ne parle pas du tout de ça. Si, il en parle. C'est hors sujet. Non, c'est pas. Alors, alors vous reprenez une critique de l'article du Monde et qui nous a un peu fâchés, je dois vous l'avouer. Mais c'est pas grave, mais c'est un sujet vraiment très important. Donc, je suis vraiment contente que vous posiez la question. On s'est beaucoup posé la question parce que dans l'historiographie, en fait, sur les camps de concentration nazis ou sur le goulag ou sous d'autres camps, le concept d'esclavage est utilisé. Germaine Tillon, dans Ravensbrück, elle parle d'esclavage pour parler du travail forcé à Ravensbrück, par exemple. Il y a un historien allemand dont j'oublie le nom qui a écrit une espèce d'étude, un système de 68 camps de concentration et qui réfléchit à la question de l'extermination ou non par le travail. Et lui, c'est pareil, il parle d'esclavage. Donc c'est un vrai sujet, en fait. Et donc on s'est évidemment posé la question. Et puis on a finalement, je vais vous expliquer pourquoi on a décidé de pas. Nous, on considère que c'est pas de l'esclavage, que c'est. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Mais on en parle quand même à un moment du livre. Justement, c'est un article très important de Paulin sur l'esclavage pénal. Justement sur le fait d'être condamné en fait à être esclave ou le traitement pénal des esclaves. Et il parle d'une forme très particulière en fait de châtiment dans l'Empire romain qui concerne ceux qui sont appelés les esclaves de peine. Et c'est des esclaves en fait qui sont mis à l'écart. Qu'on fait travailler sous terre, dans des carrières, dans des mines, dans des conditions atroces, qui ont aucun moyen de sortir de l'esclavage, qui ne seront jamais affranchis, et qui sont donc voués à la mort et à mourir esclaves. Et il rapproche ça en utilisant Agamben, évidemment, de la question des camps de concentration qui ont des liens toujours avec les camps d'extermination, parce que voilà la différence entre les deux dans le cas nazi, etc. Et il essaye justement de montrer que pour lui, c'est la situation d'esclavage très particulière qui ressemble plus à ce qui se passe dans les camps nazis. Alors, la raison pour laquelle on n'a pas... pour nous, c'est un peu différent, sachant qu'il y a une énorme historiographie sur ces questions. Je veux dire que c'est pas une question simple. D'abord, la réponse, elle est différente selon les camps. C'est-à-dire que les camps nazis, c'est pas la même chose que le goulag. Et que du coup, pour avoir une réponse... c'est pas facile de répondre justement à cette question parce qu'on ne dit pas la même chose dans ces deux situations historiques. Et puis, l'autre chose, c'est que moi, justement, cet été, il s'avérait que je travaille maintenant sur la question du suicide dans la traite et l'esclavage. Et ça m'intéressait de comparer, non pas l'esclavage, mais le navire de traite à la situation d'un camp. Parce que pour moi, ce qui fait une très, très grande différence, c'est la question de la mise à l'écart, hors du monde ou à l'écart du monde, de la société, l'enfermement. Les esclaves il y a un contrôle sur le corps, on essaye de contrôler leur mobilité, etc. Mais ils sont jamais enfermés, ils sont jamais à l'écart de la même façon. Il y a des gens qui comparent la plantation au camp, justement, Édouard Baptiste à l'heure actuelle aux États-Unis, dans l'historiographie états-unienne. Mais moi, je trouve ça totalement erroné parce que les esclaves, justement, la question de la résistance et la fuite, c'est le moyen de résistance le plus important en fait dans tous les systèmes esclavagistes. Il y a des moyens de sortir de l'esclavage. Il n'y a pas moyen de sortir de ces camps. Et puis, par ailleurs, le travail forcé, il est fait dans des conditions telles que, en effet, la question de l'extermination par le travail dans les camps nazis se pose. Alors que l'esclavage, il est évidemment associé à la mort. Moi, j'ai écrit un article sur la question de la mort dans l'esclavage, et donc c'est une donnée fondamentale. Il y a une vulnérabilité à la mort prématurée qui est justement extrêmement importante, mais pas comme ça se joue dans les camps, en fait. Il n'y a pas cette espèce de...
voilà, cette systématique. Et une autre chose qui joue dans le même sens, c'est la séparation entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas ça. Je veux dire, ils sont censés faire des enfants, les esclaves. Pas les prisonniers dans les camps de concentration et de la mort, parce que justement, il n'y a pas d'idée de reproduction, ce qui existe pourtant dans l'esclavage. Et puis enfin, une autre raison, c'est le fait que ces camps de travail et puis d'extermination, alors il y a la question génocidaire dans la question des camps d'extermination, mais il y a aussi le fait que, et dans le goulag, il y a la question du fait que ce sont des armes de terreur politique. C'est des armes aussi qui sont faites pour terroriser le reste de la société. Et l'esclavage, c'est pas du tout, ça joue pas du tout, ça fonctionne pas de cette façon-là. Après, la déshumanisation, la désocialisation, l'exploitation par le travail, c'est des choses en commun aux deux situations historiques. Voilà, mais c'est intéressant justement, moi je trouve c'est des choses différentes, mais la confrontation est intéressante parce que ça permet de comprendre la spécificité de chacun. Ouais. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais, s'il vous plaît, revenir sur la question de l'héritage. Vous avez parlé d'héritage et dans les recherches que je fais dans le cadre de mon mémoire, j'ai remarqué qu'il y a une question de la valeur chiffrée commerciale de la personne esclave qui revient dans la société plus contemporaine. Moi, c'est plus dans les années 1920 aux États-Unis. D'accord. Et j'ai du mal à comprendre comment ça s'explique que cette valeur vraiment d'un bien, la personne en tant que bien, se retranscrit en fait dans les années 20, dans la valeur humaine en fait, à travers la ségrégation, etc. Comment ça s'explique en fait ? La marchandisation de l'être humain, c'est au cœur de l'esclavage marchandise. C'est vraiment une chose de donner un prix à un être humain. C'est au cœur de cet esclavage marchandise et ça implique, ça a des effets à l'époque extrêmement intéressants sur justement c'est quoi le prix d'une vie. Avec par exemple dans le cadre de la traite, la question de l'assurance des esclaves, l'assurance des cargaisons d'esclaves. Et voilà, enfin, il y a des travaux extrêmement importants là-dessus, en fait, justement, et sur le fait que les assureurs, en fait, ils profitent de la mort parce qu'ils assurent pas ce qu'ils appellent les morts naturelles, les maladies, les épidémies et le suicide. Ils mettent ça dans les morts naturelles à l'époque, et ils assurent simplement pour les accidents, les incendies, les actes de piraterie ou des choses comme ça. Mais il y a des scandales. Une des affaires de cause célèbre qui va jouer un rôle très important dans l'abolitionnisme britannique, c'est l'affaire du Zong. C'est un bateau qui, dans les années 1780, un capitaine de navire qui a jeté par-dessus bord 132 esclaves parce qu'il pensait pouvoir profiter de la police d'assurance alors qu'il avait plus de quoi donner à boire aux esclaves. Et ça a provoqué en fait un procès et qui a été utilisé par les abolitionnistes pendant extrêmement longtemps. Et derrière, il y a la question de ce que vaut une vie. Et en fait, les abolitionnistes vont mettre en avant cette question de mettre un prix sur une personne. Donc ça, c'est une dimension fondamentale. Mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, parce que par exemple, les engagés, justement, les contrats se vendaient aussi. Donc en fait, on vendait aussi des engagés. C'est pas justement à qu'est-ce qu'on vend. Est-ce qu'on vend une personne ou est-ce qu'on vend son travail ? Et de toute façon, dans la relation de travail, même quand c'est pas une relation servile, il y a la question de qu'est-ce qu'on vend en fait. Et on retrouve de toute façon, il y a quelque chose qui se transmet
c'est intéressant de penser, justement, c'est quelque chose que fait Paulin Ismar dans son livre sur la cité et les esclaves, qui concerne la Grèce ancienne, mais où il essaye de faire des parallèles avec le présent et où montre comment le droit du travail est aussi un héritage, en fait, du droit sur l'esclavage. Et où il y a la question, justement, de ce prix de la vie. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Et après, dans le cas états-unien, c'est la particularité, en effet, après l'abolition et surtout l'échec de la reconstruction. Donc, ce n'est pas immédiat, mais c'est la mise en place de la ségrégation, ce qui est vraiment ce qui distingue autant, en fait, l'esclavage pendant la période coloniale et puis même au 19e siècle, donc le second esclavage aux États-Unis, à Cuba, Porto Rico, au Brésil, etc., il y a vraiment des parallèles. L'esclavage nord-américain, états-unien est beaucoup moins distinctif qu'on ne l'a longtemps dit. Il y a toujours eu un exceptionnalisme sur l'esclavage états-unien. Moi, je pense qu'il y avait des situations beaucoup plus proches. Il y a des proximités avec ce qui se passe ailleurs. En revanche, là où ça devient très différent, c'est la mise en place de la ségrégation, parce qu'il n'y a nulle part ailleurs la mise en place d'un système équivalent dans les Amériques, même s'il y a continuation des discriminations et du racisme à l'encontre des descendants d'esclaves au Brésil, dans la Caraïbe et ailleurs. Et du coup, la question des héritages de ce système à l'heure actuelle, il est double aux États-Unis. Et on ne pense jamais assez, justement, quand on fait la comparaison avec la France, entre France et les États-Unis de ce point de vue-là, c'est le fait qu'il faut penser et les héritages de l'esclavage et les héritages de la ségrégation. Ok, merci beaucoup. Merci. Oui. Merci pour l'éclaircissement justement sur la question des camps de concentration nazis. Moi, ma question portait plus sur l'aspect intellectuel de l'esclavage. Je vais préciser. C'est-à-dire que vous avez parlé de l'esclavage comme exploitation du corps, du corps dans les plantations, mines, etc. Physique et aussi l'exploitation sexuelle. A-t-on eu dans le monde une exploitation, un esclavage, mais d'un point de vue plus intellectuel, c'est-à-dire dont les esclaves auraient fait des tâches intellectuelles, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont c'est-à-dire qui ont délaissé une partie, justement, là on était dans une logique très économique d'exploitation de l'humain comme marchandise. A-t-on eu une exploitation purement intellectuelle de l'humain? Alors, je ne dirais pas qu'il y a une exploitation intellectuelle, mais il y a des esclaves qui sont... dans l'Empire romain, il y a des esclaves maîtres d'école. En fait, il y a le monde, l'Empire romain adopte la culture grecque en partie à travers les esclaves, en fait, c'est un cas particulier. En fait, en général, la culture des esclaves, elle est méprisée, mais dans le cas de l'Empire romain, les esclaves jouent un rôle, en fait, dans la transmission de la langue et de la culture grecque, et ils sont maîtres d'école, ils sont percepteurs ou autres, et donc dans ce cas-là, en fait, ils exercent justement des activités intellectuelles. Parce qu'en fait, nous, par exemple, il faut faire attention, c'est vrai que très souvent, c'est le travail forcé, c'est des tâches extrêmement difficiles, c'est dans des sociétés où le travail manuel est évidemment dévalorisé, c'est considéré comme une activité déshonorante, avilissante, dégradante, et donc on la laisse aux esclaves. Mais en même temps, justement, il faut pas regarder et essayer de définir l'esclavage uniquement dans la manière de traiter les esclaves. C'est pas une bonne façon de le faire, parce qu'on voit justement des tas de situations, alors d'une part où des gens de statuts différents sont traités de la même façon, justement les engagés ou les esclaves, ils avaient des modes des conditions de vie et de travail pas si différentes, mais il y avait une grande différence dans le fait dans leur statut et du coup dans le regard qu'on portait sur eux et dans leurs droits, parce que être esclave, être engagé 7 ans
C'est différent d'être esclave à vie et avoir ses enfants esclaves également, et ça implique un regard complètement différent. Et puis le fait d'être venu avec la traite, déjà, enfin c'est une expérience complètement différente par rapport au fait d'être venu comme engagé. Et puis la deuxième chose, enfin deuxième raison de ne pas se focaliser sur le traitement et sur cette question du travail forcé ou travail manuel, c'est l'esclavage public. En fait, dans de très nombreuses sociétés. Alors, c'est pas du tout le. Enfin, en fait, il y a de l'esclavage public aux Amériques qu'on commence à étudier, mais dans plein de sociétés dans le monde, il y a l'esclavage militaire, donc ce qu'on appelle le système mamelouk, le fait de pour ne pas pour exactement. Donc c'est ça. On voit un peu ce qui vient de dire un peu, c'est qu'on prenait des jeunes hommes, on allait les convertir, on changeait dans l'Empire ottoman, on allait les convertir. Et puis après, ils allaient faire une carrière. Et on les affranchit. Ils allaient même devenir vizirs. Or ça, on ne le voit nulle part que dans l'Empire ottoman, où tous les grands vizirs qui secondaient le sultan, c'était donc des anciens un peu esclaves. Ils avaient été enlevés à leurs parents. Pas un peu, vraiment esclaves, oui. Oui, absolument. Il y a... Absolument, et ça, on l'a vu nulle part. Aux Antilles, les esclaves étaient esclaves, ils arrivaient à s'affranchir. On les utilise aussi dans l'armée, mais c'est vrai. Il y a un très bel article de Julien Loiseau sur l'esclavage mamelouk en Syrie et en Égypte, qui montre justement, qui s'intitule Des esclaves sur le trône, et qui montre justement comment cette dynastie mamelouk c'est des affranchis en effet. Donc c'est dans ce cadre de l'esclavage militaire qui joue dans les mondes musulmans un rôle très important dans l'Empire ottoman, mais aussi dans le califat de Sokoto, enfin dans plein d'empires africains également. Et puis parfois ils sont employés à des tâches militaires, ils peuvent être aussi employés dans l'administration, dans la haute administration, parce qu'en fait c'est une manière pour les souverains de ne pas être dépendants d'une noblesse locale ou d'élite locale en fait, et de s'affranchir en fait de cette dépendance et de maintenir leur pouvoir et de consolider leur pouvoir, parce que donc ça veut dire que c'est des esclaves qui exercent un pouvoir, qui sont associés à des formes d'honneur aussi, mais qui peuvent à tout moment être vendus et qui ne peuvent pas transmettre leurs charges. Ça se renouvelle en fait par l'arrivée de nouveaux esclaves en quelque sorte. Donc il n'y a pas d'héritage des charges, et du coup c'est ça qui assure en fait la pérennité du pouvoir du point de vue du souverain. Donc ça c'est une dimension très très importante, et dans la même société, comme par exemple le califat de Sokoto, on peut avoir ces esclaves publics et puis des esclaves de plantation. Donc avoir en fait des conditions de vie et de travail et puis complètement différentes parmi ces populations serviles. Il nous reste juste une ou deux questions, pas plus. Vous venez de parler d'empire africain. Vous pensez à quel type d'empire quand vous parlez d'empire africain ? Le califat de Sokoto, l'empire soudanais, au 19e, qui se mettent en place, après il y en a d'autres avant, mais je suis pas une spécialiste, je suis pas une africaniste, je suis pas une spécialiste. J'ai beaucoup appris récemment sur les États africains, mais au 19e siècle, en fait, il y a l'abolition de la traite transatlantique au début du 19e, et la création de ces trois grands empires en fait à cheval entre l'Égypte et le Soudan, le sultanat d'Oman et puis le califat de Sokoto, en fait donc leur expansion associée avec l'arrêt de la traite transatlantique va provoquer une montée en puissance des traites internes à l'intérieur de l'Afrique et de l'esclavage interne qui va prendre encore plus d'importance au 19e siècle, et donc et alimenter notamment la traite transsaharienne et la traite vers l'océan Indien. Oui. J'aurais une question par rapport à l'histoire française. En fait, juste après la Révolution française, vers 1793, il y a eu à un moment donné l'abolition de l'esclavage. Donc ça concernait surtout les Antilles françaises. Et, ça concerne tout l'Empire français à ce moment-là. Tout l'Empire. Oui. Mais l'abolition n'est pas appliquée partout.
Elle n'est pas appliquée à la Martinique, elle n'est pas appliquée aux Mascareignes. Parce que c'était pour savoir, parce qu'après, donc, quand l'esclavage a été rétabli, comment ce processus, comment ça a pu se passer que certaines personnes ont été libérées et après on les a remis en esclavage. Comment est-ce que ça a pu se passer Alors c'est en effet, c'est une question très très importante parce que c'est vrai qu'en plus dans la manière dont très longtemps la France a regardé cette histoire-là, elle mettait en avant toujours le fait que la République avait aboli l'esclavage en 1848. Et puis on passe totalement sous silence ce fait absolument quand même incroyable d'avoir aboli la traite et l'esclavage immédiatement en plus, à une époque où on pensait plutôt à des abolitions graduelles, en 1793-94, suite à la révolte des esclaves de Saint-Domingue en 1791 et puis au contexte de la guerre impériale entre la France et la Grande-Bretagne. C'est les deux événements qui expliquent cette abolition de 1793-94. Et donc, rétablissement en 1802, c'est juste incroyable dans l'histoire du monde, le fait de rétablir l'esclavage après l'avoir aboli. Nulle part ailleurs, ça s'est passé. Et donc, il y a un article de Frédéric Régent en fait, sur cette question, parce qu'en effet, il y a eu cette expérience de la liberté. Des gens qui, dans les documents, étaient auparavant traités de nègres, qui tout d'un coup, pendant quelques années, ont été appelés citoyens. Et puis qui sont revenus en fait qu'on a remis en esclavage, mais c'est dans le phénomène de politisation en fait qui est intrinsèque en fait au phénomène à l'âge des révolutions. Ce moment-là est un moment hyper important, c'est peut-être la chose qui fait basculer les esclaves dans l'abolitionnisme. Et les plus grandes révoltes d'esclaves ont lieu justement pour lutter contre le rétablissement de l'esclavage. C'est évidemment ce qui se passe à Saint-Domingue et qui va permettre d'aboutir à l'indépendance d'Haïti et à la proclamation de la première République noire en 1804. Et puis, c'est ce qui se passe en Guadeloupe. Mais en Guadeloupe, la révolte est écrasée. Et ensuite, c'est l'usage de la violence, l'armée, et le fait que ça faisait très très peu de temps en fait, et puis un contexte de guerre qui fait que ils remettent les gens au travail en fait sur les plantations. Merci. Mais c'est une expérience absolument incroyable. Ouais. Dernière question éventuellement avant de clore. Allez-y, posez votre question en parlant assez fort, c'est pour l'enregistrement en fait. Du coup, je voulais juste poser une question par rapport à la culture des esclaves eux-mêmes. Est-ce qu'on peut parler de culture qui se forme dans les esclaves, dans le groupe des esclaves eux-mêmes, dans la formation d'un groupe social ou de groupes sociaux différents, dans la formation des individus ou dans le système esclavagiste? Alors la question des cultures serviles est une question, mais dans l'historiographie états-unienne de l'esclavage, c'est une question centrale en fait. Ça fait depuis les années 1930 que les historiens, anthropologues et autres débattent de la possibilité du transfert des pratiques et des identités, enfin des pratiques culturelles et des identités ethniques entre Afrique et Amérique. Donc c'est un sujet mais extrêmement controversé, très compliqué, mais la particularité des Amériques, c'est justement c'est cette traite avec des flux massifs de traite, avec des flux maintenant grâce à la base de données qui a été faite dans les années 90 et qui est disponible depuis 2008, on connaît très précisément les flux de traite maintenant. Et donc on peut voir que dans certaines régions, contrairement à ce qu'on pensait, les cargaisons n'étaient pas totalement mélangées, qu'il y avait des masses importantes en fait de personnes venant des mêmes régions, des mêmes sociétés qui arrivaient dans un endroit donné, etc. Et puis quand on a une plantation de 400 esclaves, on peut se marier entre soi, on peut trouver... et du coup, il y a suffisamment de monde pour qu'il y ait la possibilité de réinvestir des modes de comportement, d'action, de pensée
provenant d'Afrique, qui sont forcément réinterprétés parce que le contexte sociopolitique, il est différent. Donc de toute façon, il y a des formes de créolisation, mais on a recours à tout un répertoire en fait pour s'adapter à la nouvelle situation esclavagiste, pour survivre, éventuellement pour se révolter, pour s'opposer. Mais ça dépend évidemment des contextes démographiques. La situation en ville, elle est complètement différente. Et puis hors des Amériques, c'est des questions très très compliquées parce qu'on a toujours en fait un esclavage beaucoup plus divers, des esclaves d'origine différentes, des flux qui sont pas du tout aussi massifs, et donc il y a un brassage, il y a une intégration des esclaves au sein de la société complètement différente. Et puis ça dépend aussi dans les sociétés, par exemple dans la Grèce ancienne, c'est des sociétés polythéistes ouvertes en fait, où du coup on accueille des dieux, enfin sans aucun problème, donc il n'y a pas la même volonté d'imposer un christianisme que dans les Amériques, dans les colonies catholiques par exemple. Donc du coup il y a une possibilité pour les esclaves de pratiquer leur culte, parce que ces cultes existent de toute façon à Athènes, où il y a des marchands étrangers et autres qui peuvent pratiquer leur culte, et les esclaves font de même en quelque sorte. Ils viennent tous d'Asie mineure ou d'autres endroits de ce type. Donc en fait, ça dépend vraiment des configurations démographiques, socio-économiques et autres. Mais c'est des sujets, il y a un article sur la question de la culture dans le livre. Voilà. On va prendre juste une ultime question. Monsieur avait levé le doigt, mais là, ça va vraiment être la dernière. Merci madame. Vous avez mis l'accent sur le polymorphisme de l'esclavage, mais l'unité de sa finalité ne nous a pas échappé, l'exploitation de l'homme par l'homme. Vous ne nous avez pas parlé de l'esclavage musulman sur l'océan Indien. C'est dommage parce que c'est au moins 50% du dossier. Par contre, ne seriez-vous pas d'accord pour admettre que dans cette conception un peu capitaliste, le processus de l'engagement d'obédience anglo-saxonne n'ayant pas été traité par les pères de la nation, cet engagement devient le prémisse de l'esclavage, et c'est tellement anglo-saxon qu'on va retrouver la reine Victoria proposant l'engagement à partir de bateaux britanniques et européens en Chine pour transporter des coulis dans tout le Pacifique, et c'est une version adaptée 19e siècle de l'engagement du 16e, 17e. De l'engagisme, c'est l'engagement des Blancs par le Blanc, l'exploitation des Blancs par les Blancs au 16e, qui devient au 19e siècle l'exploitation des coulis chinois qu'on retrouve en Californie, dans le Pacifique, en Australie, partout, pour des basses besognes et des contrats d'engagement avec... Et je termine mon propos tout en vous posant cette question. Est-ce que tout ceci n'est pas une digression historico-sociale du péché originel anglo-saxon d'un capitalisme effréné? Alors, le premier point, c'est que on parle beaucoup de l'esclavage dans les sociétés musulmanes. Nous, on mobilise pas le concept d'esclavage musulman. Je sais pas ce que c'est que l'esclavage musulman. Comme je sais pas ce que c'est que l'esclavage chrétien. En fait, on peut pas dire en revanche, les sociétés musulmanes, comme toutes les autres sociétés, ont pratiqué l'esclavage, que le droit musulman, même dans sa diversité d'écoles, donne une certaine unité aux formes d'esclavage. Il y a des particularités du droit musulman qui ont un impact en fait sur le type d'esclavage qui se développe dans ces sociétés musulmanes. Mais l'esclavage prend quand même des formes tellement diverses dans les sociétés musulmanes à travers le temps qu'il est impossible de parler d'une traite musulmane ou d'un esclavage musulman, qu'il faut parler de traite et d'esclavage dans des sociétés musulmanes au pluriel. Et qu'en plus, on a tendance à minimiser en fait le fait qu'il y a beaucoup plus de liens et de proximité entre les pratiques chrétiennes et musulmanes de l'esclavage. C'est-à-dire que la Méditerranée, par exemple, en Méditerranée, à l'époque médiévale et moderne, chrétiens et musulmans pratiquent les mêmes conceptions de la traite et de l'esclavage. Et puis se réduisent réciproquement en esclavage. Donc en fait, voilà, c'est des catégories qui n'ont pas beaucoup de sens. Mais en revanche, il est important d'étudier l'esclavage dans les sociétés musulmanes comme partout ailleurs. Après, pour ce qui est le capitalisme joue évidemment un rôle très important dans le... disons que les traites reflètent toujours l'expansion des marchés
et inversement contribuent en quelque sorte à l'interconnexion du monde. Et à partir de la période moderne, avec le développement d'empires mondiaux par les Européens, en relation justement avec le capitalisme marchand, et puis ensuite, au 19e, le capitalisme industriel, la traite et l'esclavage vont jouer un rôle moteur. Mais c'est pas propre aux États-Unis. Ça joue aussi un rôle dans les autres empires coloniaux européens. Donc ça, il y a un article aussi sur capitalisme, parce que évidemment, ce qu'on essaye de montrer, c'est que de multiples façons, l'histoire de l'esclavage a à voir avec l'histoire de la modernité, telle qu'on l'associe, y compris au capitalisme. Alors, un grand merci. Un grand merci, Madame Vidal. Et puis, évidemment, le débat n'est pas terminé, mais nous devons libérer la salle à 20h. Mais bien entendu, vous aurez de quoi faire pour l'hiver en vous précipitant chez votre libraire favori ou votre marchand de journaux. Merci à tous et merci à Madame Vidal.